Suite de ce tuto consacré à la communication Modbus de Node-RED. Dans la partie 1, Node-RED était client. Je vais maintenant l'utiliser en serveur. Et pour finir, un petit exemple de communication avec la maison virtuelle Home.io. Mais tout de suite, je le disais, Node-RED va être utilisé en serveur. Et donc ce n'est pas lui qui pose les questions, il les reçoit d'un client. Client qui sera pour cette démo une petite application installée en local, application très simple, comme on en trouve des dizaines sur Internet. Allez, c'est parti. Eh bien, tout simplement, je vais implanter un module Modbus serveur que je vais paramétrer en définissant l'adresse. Je vais utiliser l'adresse locale de ma machine, 127.0.0.1. Le port, je vais le laisser par défaut. Souvenez-vous, ce n'est pas la meilleure des solutions, mais ça nous permettra de faire un test comme la dernière fois. Le nombre de coils, 10 000, c'est beaucoup, beaucoup trop. J'en laissais que 10, 10, discrète 10 aussi. Je valide et je déploie. Pour pouvoir tester ce serveur, il nous faut bien sûr un client. Client, alors je vais chercher, je le fais apparaître. Un client très simple, comme je disais, je l'ai téléchargé sur Internet, on en trouve des dizaines comme ça. J'ai pas choisi le même modèle d'ailleurs que ce que j'avais fait dans la première vidéo, ça nous permet de découvrir un autre modèle. Alors celui-ci, classique, on définit le type de Modbus, soit TCP, soit RT1 ou c'est bien TCP. On définit le numéro d'ID 1, une période de répétition si on veut faire un accès répétitif au serveur. Ensuite, on définit le code fonction, donc la question qui sera posée au serveur, à quelle adresse on veut accéder et le nombre de données que l'on veut lire ou écrire. On définit bien sûr l'adresse IP, donc j'ai bien mis 127.0.0.1 et le port, 502, j'en parlais, c'est le port par défaut du Modbus. J'essaye de me connecter, donc connexion, et donc là forcément, problème de connexion, et bien en effet, je reviens au niveau de notre aide, j'avais pas défini le même numéro de port, je change donc en 502, je valide, je déploie. Donc il faut bien sûr que les adresses et les numéros de port soient les bons. Je refais une tentative, là c'est vert, tout va bien. Le client peut accéder au serveur et poser une question. Alors pour étudier tout ça, j'ai complété avec des blocs de visualisation. J'en ai placé 4, bien tout simplement parce que en Modbus, on a 4 zones mémoire, et ces 4 zones mémoire correspondent aux 4 ports de sortie du serveur. La zone qui comprendra les holding registers, les coils, les inputs et les discrètes. Donc on retrouve bien nos 4 zones d'adressage Modbus. Pour visualiser le résultat, il suffira de solliciter l'entrée du serveur. Je commence tout de suite, côté client, en faisant par exemple une lecture. Une lecture, donc read coil, je vais regarder donc dans la zone de mémoire booléenne des bobines, à l'adresse 0, voir quelle est la donnée. Je fais avec le bouton d'activation, on voit 0, résultat 0, logique a priori, vu qu'on n'a pas commencé. Comment être sûr que cette valeur correspond bien au résultat? Eh bien, je vais me servir d'un bus moniteur. Je vais le rajouter au niveau de l'écran, bus moniteur. Le bus moniteur nous permet de voir les trames échangées. Et donc, on voit la trame envoyée par le client et la réponse du serveur. Alors, si on clique dessus, on a le détail. On voit que le client a demandé une lecture, donc read coil fonction code 1,
à l'adresse 0 et il voulait en quantité une seule donnée. Et la réponse du serveur, donc il lui a dit la valeur vaut 0. Pour regarder un échange, je vais écrire dans cette case un logique pour voir si on le retrouve. Donc je vais me servir du code fonction 5, write single coil, à l'adresse 0 et je vais demander d'écrire un logique. Un logique, je le fais, l'opération s'est déroulée correctement. Et donc, si je viens maintenant refaire une lecture, read coil à l'adresse 0, lecture, on retrouve bien le 1. On pouvait s'en rendre compte au niveau du serveur de côté Node-RED en visualisant les coils. Je le fais tout de suite. Le résultat, sous forme de tableau, parce qu'il y a plusieurs cases, nous indique le 1 ici qui correspond vraisemblablement à ce que j'ai envoyé de l'autre côté. Alors je dis vraisemblablement, on va essayer de creuser la question et je vais faire une écriture supplémentaire. Donc je vais refaire une opération au niveau du client, write single coil, et je vais écrire dans la case juste à côté, donc la case 1, et j'écris 1, donc à la case 1, je fais l'opération, et je regarde au niveau du résultat, au niveau du serveur. Et là, alors on aurait pu penser que le 1 se trouve à côté, eh bien non. En fait, on remarque que le résultat modifié, enfin il y a quelque chose qui a été modifié dans la première case du tableau. On va regarder pour comprendre. Première case du tableau et on retrouve 0x03. 3, si je le traduis en binaire, ça veut dire 1 et un 1 à côté. Donc en fait, ce que l'on visualise au niveau de Node-RED, c'est un résultat sous forme soit hexadécimale ou décimale. Pour s'en rendre compte, je vais écrire plusieurs valeurs. Je vais faire un write multiple et je vais faire par exemple, alors je vais faire 2, 3, je vais en faire 8. 8, pourquoi vous allez comprendre tout à l'heure, et je vais faire par exemple, je fais n'importe quoi juste pour faire un test, un ici. Donc je vais écrire aux adresses 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je le fais tout de suite. Je vérifie quand même que ça se soit bien déroulé. Oui, ça s'est bien passé. J'efface de l'autre côté. Je redemande le résultat. 27. Alors, 27. Pourquoi 27? On va regarder. C'est-à-dire un B en hexa. Alors, je vais me servir d'une calculatrice. Ce sera peut-être plus facile. On peut le faire de tête, mais avec la calculatrice, ça va bien aussi. Donc calculatrice, je vais faire une conversion de, on a dit, la valeur, je la vois plus, où est-ce qu'elle était? 1B si je l'écris en hexa. Donc 1B. 1B en hexa, ça nous donne 27 en décimale et ça nous donne 1, 1, 0, 1, 1. C'est bien ce que l'on retrouve. Alors, il faut le lire dans le sens inverse ici, puisque l'adresse 0 est à gauche. Donc, 1, 1, 0, 1, 1. C'est donc bien la correspondance binaire du résultat que l'on voit. On peut en faire un autre. Par exemple, je peux faire un truc tout simple qui soit peut-être plus facile à calculer. Donc là, on aurait 1 plus 2, 3. Et là, on aurait, je
je vais mettre 3 aussi, donc 3 et 3 en hexa. J'écris, je regarde de l'autre côté, je vais effacer la calculatrice pour l'instant. J'efface, je remets le résultat, 51 qui correspond en hexa à bien 33. Alors vous allez me dire, oula, c'est pas facile pour retrouver eh bien, les booléens. En effet, eh bien pour ça, il faut simplement faire une conversion soit hexa, soit décimale vers binaire. Différentes façons de procéder. Moi, j'en ai utilisé une qui se sert de masque. Vous pouvez faire différemment par division par deux. Enfin bon, il y a différentes techniques. Je vous montre celle où l'on retrouve notre résultat en utilisant des opérations de masquage. Alors, comment j'ai fait ça? Je vais extraire coil 0, coil 1 et 2, c'est-à-dire ceux qui correspondent aux adresses 0, 1 et 2 ici. Je vais donc envoyer la valeur complète à une fonction qui va extraire les booléens et que j'ai écrite au niveau de cette fonction. Comment ça se passe? Alors, j'ai déclaré 3 variables qui vont correspondre au résultat binaire de chacun des coils, initialisé à false au début. Je regarde au niveau du message d'entrée. Case 0, pourquoi? Bien parce qu'on est au niveau de la case 0. Je fais ensuite un masque en E01, c'est-à-dire que je vais effacer tous les bits sauf le dernier à droite. Et je vais regarder si ce résultat, donc ce bit, est actif. Si c'est le cas, eh bien je considère que le coil 0 est vrai. Et je fais pareil pour le bit à côté. Donc coil 1 qui correspond à 2 en décimale ou en hexa. 4, ben c'est 2 puissance 3, etc., etc. Et je renvoie le résultat sur les sorties. J'ai déclaré 3 sorties. Si on voulait faire complet, on remarque que le résultat est sous forme d'un octet, donc il faudrait déclarer 8 sorties et refaire la même chose de 0 jusqu'à 7. Bon, ici c'est juste pour un test, j'ai fait que les premières. Je déploie, j'efface, je regarde le résultat. Alors, on retrouve le 51 de tout à l'heure. Trou, efface. En effet, si je reviens sur ce que j'ai envoyé, eh bien, il y avait le 1 à l'adresse 0, le 1. Les autres ne sont pas visualisés normal parce que j'ai pas continué, mais ça fonctionne correctement. Alors, eh bien, on va continuer, non pas avec des booléens comme les coils, mais on va regarder ce qui se passe au niveau de valeurs numériques, donc de registres. Je vais prendre les holding registers. Je vais couper la visualisation. Je vais visualiser donc les holding registers. J'efface, je déploie. Côté client, je vais demander, comme tout à l'heure, une lecture des holding registers à l'adresse 0 et je vais visualiser juste un seul, celui qui se trouve donc à l'adresse 0. C'est parti. Alors, il est sous forme binaire, je vais le mettre en décimale, ce sera plus facile. Alors 256, ah oui, parce que j'avais fait une opération tout à l'heure et donc c'est resté mémorisé. Je vais vous montrer tout de suite comment... Alors non, on va regarder bien sûr au niveau du serveur si on retrouve bien cette valeur. Donc j'active la visualisation. Holding register 256 et ben non, on retrouve pas cette valeur. Alors en effet, mais elle est cachée. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais faire une valeur plus simple
et je vais écrire à cet emplacement-là, donc write single register à l'adresse 0, et je vais écrire une valeur 2, par exemple. Tout simplement, j'écris et je regarde. Eh bien, on voit que le 2 que j'ai écrit se trouve dans la case à côté. Là où il y avait un 1, c'est devenu un 0. Je regarde le détail pour comprendre. Eh bien, on voit que on a les 2 octets du début là qui sont concernés. Et on se rappellera qu'en Modbus, les données véhiculées sont sous forme d'octets, mais un registre comporte une valeur de 16 bits, c'est-à-dire 2 octets. Et donc en fait, la première valeur, celle qui correspond à l'adresse 0, eh bien, comporte ces 2 octets ici. Démonstration, si je fais 255, donc la limite d'un octet, je vais écrire 255. 255, j'efface et je regarde. Non, ça ne correspond pas. J'ai fait n'importe quoi, je refais l'opération. Je n'ai pas dû valider au bon endroit. Voilà, 255. Donc j'ai bien 255. Et par contre, quand je passe à 256, eh bien, le reste, si je peux l'appeler comme ça, se trouve sur l'autre octet. Et donc, si j'ai une valeur beaucoup plus grande, je ne sais pas, 12 000, je fais n'importe quoi, 145, je l'envoie, je l'écris, je regarde ce qui se passe. Eh bien, on retrouve des valeurs sur 2 octets. Alors, comment on lit ça? Eh bien, on regarde le détail. Ça nous fait A730. Je vais reprendre la calculatrice parce que ça devient difficile. Donc, calculatrice, 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 je la visualise. Calculatrice, et on a dit j'envoie une valeur en décimale de 12 455. 12 455, eh bien on regarde, c'est sous la forme de 2 octets. L'octet de poids fort 1100 qui correspond au 3, 0, puisque 0x30, ça correspond bien à cette grandeur, donc 3, 0. Et l'octet de poids faible A7, A7 qui correspond à ce que l'on a à ce niveau. A, on reconnaît le A, et le 7, 1 plus 2 plus 4. Donc voilà, alors vous allez me dire, c'est pas facile à recomposer cette affaire, je vais enlever la calculatrice. En effet, puisqu'il faut recomposer, si on veut exploiter le résultat ici, il faut recomposer les 2 octets pour construire la valeur. C'est pas si compliqué que ça. Je vais le faire tout de suite avec une fonction que j'ai écrite ici. C'est un grand classique, hein. Ça se trouve, ça existe déjà. Moi, je l'ai réécrite, mais vous allez voir, c'est très facile. Extraction, je vais extraire donc la valeur 0 pour retrouver le holding register 0. Comment je fais ça? Eh bien, c'est très simple. Je prends l'octet de poids fort, c'est-à-dire celui qui est à gauche. Je le multiplie par 256 puisque c'est de puissance 8, donc le maximum d'un octet, et je lui rajoute la valeur de l'octet de poids faible. Je valide, je déploie, j'efface pour y voir plus clair, et je fais le test. J'ai pas activé forcément, je recommence, et je retrouve bien le 12 455 envoyé par le serveur. Démonstration, je refais une autre valeur pour en être sûr, 500 au hasard.
j'envoie, j'efface et je remets 567 qui correspond donc à un résultat, et bien sûr, 2 octets regroupés à ce niveau-là. Voilà, donc je vous ai montré au final des opérations de lecture et d'écriture au niveau de booléen sur la zone mémoire coil, la notion de lecture-d'écriture au niveau de registre. Je pourrais continuer de lecture-écriture au niveau d'autres registres ou de lecture-écriture au niveau d'autres booléens, les discrete input, mais ce serait la même chose en fait. Donc je ne vais pas me répéter, je vais vous montrer plutôt bien, quelque chose qui nous permet au niveau du serveur de remplir des zones mémoire sans passer par la liaison Modbus, c'est-à-dire des opérations internes au serveur pour mettre à disposition des données pour le client. Alors, comment ça se passe? J'ai préparé une fonction que je rajoute dans l'espace de travail. Une fonction qui va nous permettre d'écrire au niveau des holding registers. C'est une écriture locale, ça ne passe pas par des fonctions, des codes fonctions, hein, puisqu'on ne passe pas par le Modbus. Là, c'est simplement local dans Node-RED où je vais remplir des zones mémoire du serveur, en l'occurrence les holding registers. Et bien, pour faire ça, j'envoie tout simplement la valeur que je souhaite. Par exemple 2 ou 6 ou n'importe quoi. Hein. Là, j'ai fait juste deux valeurs 2 ou 6. J'envoie cette valeur au niveau de l'entrée du serveur. Alors, c'est un peu tout croisé. Là, je vais faire un peu de ménage. Voilà. Voilà. Au niveau de l'entrée, on ne peut pas envoyer le 2 ou le 6 directement, puisque le serveur a besoin d'un objet complet. Et c'est pour ça qu'il y a cette fonction qui va construire l'objet pour le stocker au bon endroit. Je vous montre. L'objet est construit. On reconnaît les accolades. Alors, il est construit comment? On récupère la valeur que l'on souhaite, c'est-à-dire l'entrée, le 2, le 6, bref, ce qu'il y a à l'entrée. On définit dans quelle zone mémoire on veut agir. Donc là, en l'occurrence, les holding registers. On définit à quelle adresse et on dit si on veut un message de retour ou pas. Je valide, j'efface, je déploie. Je vais visualiser, ils sont déjà visibles, les holding registers. Je valide directement, donc je vais faire injection d'un 2. Donc le 2 se retrouve bien, stocké à l'emplacement. Alors j'avais choisi l'emplacement 0. Si je veux modifier et mettre un 6, le 6 se retrouve au bon emplacement. Si je veux changer d'adresse, il faut le faire à ce niveau-là. Et je pourrais changer adresse 1. Je valide, je suis obligé de redéployer. Je fais de la place, j'injecte le 2. Et le 2 donc, se retrouve n'importe où, puisque j'ai donné l'adresse 1, donc il était censé se mettre là. Voilà, donc c'est un truc que j'ai jamais trop compris avec cette fonction. Pourtant, j'ai bien mis l'adresse 1, donc voilà. Si vous savez, vous pouvez me laisser un petit message en dessous, parce que pour moi, je trouve pas ça logique, j'ai jamais réussi à faire mieux. Donc voilà, moi je me sers plus de ce truc-là. Je vais vous montrer par contre que l'on peut écrire par la liaison Modbus, moi je vais l'effacer carrément, voilà, par la liaison Modbus en utilisant plusieurs registres en même temps. Je ne l'ai pas fait tout à l'heure, j'en profite pour vous montrer avec la fonction qui s'appelle write multiple register, voilà. Et je vais vous montrer, donc à partir de l'adresse 0, et je vais écrire, je sais pas, 4 registres avec des valeurs, je sais pas,
2, 4, 6 par exemple. Bright, voilà. Et je vais quoi? Extraction valeur 0, on s'en fout. Regardez ce qui se passe au niveau de mes holding register. Et donc là, je retrouve bien le 2, le 4. Ah oui, j'ai mis un 4, je suis bête. 4. Et le 6 que j'ai pas pris en compte, qui s'est pas validé. C'est pour ça. Je refais. Et donc 2, 4, 4, 6, 2, 4, 4 et 6. Voilà, donc quelques exemples d'utilisation des différents codes fonctions. Vous l'avez compris, là, Node-RED était en serveur. Donc bah voilà, ça fonctionne sur le même principe, mais en sens inverse par rapport à la première vidéo. Allez, on passe à toute autre chose maintenant. Et maintenant, une petite application où je vais utiliser Node-RED pour contrôler des éléments dans la maison virtuelle Home.io. Alors, de la maison, je vais ressortir le contrôle-commande de certains objets en utilisant l'interface Connect.io. Et pour communiquer avec Node-RED, je vais me servir d'une liaison Modbus TCP où Node-RED sera le client. Et pour piloter le tout, un petit tableau de bord réalisé spécifiquement pour cette application. Allez, c'est parti, faisons connaissance avec la maison, au bord de l'eau, bien sûr. Je me retourne, voici la maison. Alors, parmi tous les objets qu'il est possible de commander, il y en a tellement que je vais en sélectionner que quelques-uns pour la démonstration, notamment l'éclairage de la piscine. Je vais utiliser l'éclairage extérieur de la terrasse. Et à l'intérieur, je vais rentrer au niveau du salon. Je vais utiliser la commande des volets. Alors on voit d'ailleurs, hein, si vous connaissez le logiciel, les objets utilisés en commande externe apparaissent en bleu, alors que les objets utilisés en commande interne, donc inutiles pour nous, sont en rouge. On voit le radiateur qui sera utilisé en commande externe et donc pilotable dans Node-RED. On voit les détecteurs de portes et fenêtres baies vitrées pour savoir si c'est ouvert ou fermé. On voit la commande du thermostat pour le chauffage et bien d'autres. Je vais vous en parler tout à l'heure. Pour piloter tout ça, eh bien, je vais me servir de Connect.io, qui est le logiciel associé. Je vous le montre tout de suite. Donc voici Connect.io. Alors, le programme est déjà fait, bien sûr, parce que sinon ça prend trop de temps. J'ai récupéré les objets comme j'indiquais. Donc voici par exemple les détecteurs de porte. Détecteurs de porte. Et ces informations vont être renvoyées à Node-RED par l'intermédiaire d'une liaison Modbus. Modbus que j'utilise au niveau de la maison, donc Connect.io, en serveur. C'est pour ça qu'on retrouve le bloc serveur. Avec ensuite des blocs de lecture et d'écriture. Alors pour les objets booléens, donc discrète, bright discrète, donc ça veut dire que la maison va écrire et donc envoyer des informations à Node-RED, en l'occurrence les détecteurs. On va retrouver au niveau, alors je vais faire toujours pareil, au niveau des informations renvoyées, on va retrouver par exemple la puissance que la maison consomme, puissance électrique, hein, consommée de façon instantanée. On va remonter également des informations de température. Et au niveau des ordres que on va donner, c'est-à-dire Node-RED va piloter des choses dans la maison, on va retrouver, je le fais au niveau des discrètes
donc des booléens. On va retrouver la commande des différents stores, ouverture, fermeture, et on va avoir la commande de lumière piscine et la commande du radiateur. Au niveau des registres, c'est-à-dire des valeurs numériques, eh bien, on va commander depuis Node-RED eh bien, un éclairage progressif, une variation de lumière, hein, faisons simple, et on va commander une température de consigne, donc grâce à l'ensemble de ces blocs. Alors, on va passer maintenant dans Node-RED pour voir un petit peu comment ça s'organise. Je bascule la fenêtre. Voici donc l'application Node-RED. Alors, on va retrouver, eh bien, sur la gauche, les commandes. Alors, on va commander les actions depuis Node-RED à partir d'un tableau de bord. Donc, c'est pour ça que tous les nœuds que vous voyez sur la gauche vont se retrouver sur un tableau de bord, des boutons, des sliders. J'en parlerai tout à l'heure. Sur la droite, on va retrouver les actions, donc les commandes par l'intermédiaire des nœuds Modbus. Je prends la première, eh bien, on retrouve une action de montée, donc un bouton montée qui va commander le store par l'intermédiaire de ce bloc. Je l'ouvre. On retrouve quoi? Eh bien, on retrouve une fonction FC5, fonction code d'écriture eh bien, d'une information booléenne à l'adresse 0. Au niveau de l'adresse IP, 127.0.1, donc l'adresse locale de ma machine avec le port 502 Modbus. Regardons l'adresse 0. Pourquoi l'adresse 0? Eh bien, quand on est au niveau, je le déplace, au niveau de Connect.io, les discrètes et donc l'adresse 0 correspond à ce booléen qui va commander eh bien, le store. On le voit à ce niveau-là. De la même façon, je reviens sur descendre le store. Descendre le store, adresse 1, ça signifie que l'on est sur celui d'après. Et c'est donc bien lui qui commande la descente des stores. Voilà. Je continue au niveau de l'éclairage piscine. Donc pareil, les adresses, juste à vérifier, c'est l'adresse suivante. Et donc éclairage piscine. Ainsi de suite. Le chauffage. Au niveau maintenant des commandes numériques. Donc on voit au niveau du potentiomètre, on n'est plus sur des boutons tout ou rien. Donc là, des valeurs numériques qui vont commander l'éclairage extérieur. Je regarde ce que ça change. Ben, ça change le code fonction, puisque là, on ne va pas écrire un booléen, on va écrire dans un registre à l'adresse 0. Si je regarde dans Connect.io, on retrouve adresse 0 et donc une écriture vers la lumière. Pareil au niveau de la température de consigne qui va être le chauffage, adresse 1 parce que eh bien, ça correspond adresse 1. J'ai perdu ma souris, elle est là. Adresse 1 qui commande le chauffage. Dans l'autre sens, c'est-à-dire la lecture d'informations de Node-RED, on va utiliser eh bien, là aussi des blocs Modbus, sauf que vous voyez c'est inversé. On récupère les informations à gauche de la maison par l'intermédiaire de Modbus. Je prends pour les booléens. On va retrouver une opération de lecture, adresse 0, quantité 8. Regardons comment ça se passe de l'autre côté. De l'autre côté, alors il faut que je fasse un peu de place parce que là, c'est au milieu. Je vais le décaler comme ça. Voilà. On retrouve le bloc booléen va être discrète qui correspond à 8
informations. Alors, j'en ai utilisé que 6, mais j'aurais pu aller jusqu'à 8. Et donc, côté Node-RED, on va extraire de ce bloc de 8 chacune des informations booléennes, en l'occurrence capteur de porte pour l'entrée, pour la terrasse, pour la piscine, etc., etc. Au niveau de la récupération d'informations numériques, dans Node-RED, on va récupérer la puissance consommée, les températures intérieures, extérieures, au travers de code fonction. Je vous montre FC4 read input register, adresse 0, quantité 1, donc un registre à l'adresse 0. L'adresse 0, je reviens dans la maison. L'adresse 0, eh bien, on voit que c'est bien la puissance issue de la maison. On remarquera, j'ai fait un accès très rapide, 400 millisecondes. C'est pour que lors de la démo en accéléré tout à l'heure, ça soit rapide. Mais sinon, l'acquisition d'une valeur de température, on aurait pu le faire à un rythme beaucoup plus lent dans une situation normale, bien sûr. Voilà, regardons tout de suite le tableau de bord pour voir comment les éléments de commande et supervision s'organisent. Le tableau de bord, le voici, avec, on va commencer par la commande des stores. J'ai tout globalisé sur une vraie maison, on sépare bien sûr chaque élément. Là, pour la démo, j'ai tout globalisé. Et donc, on va pouvoir monter ou descendre. Je vais faire descendre. Forcément. Voici. Je peux remonter. Vous remarquerez l'indicateur de puissance qui indique que l'on consomme de l'énergie. Donc 60 watts de puissance pour la commande des stores. L'éclairage de la piscine. Allez, c'est parti. Compris, chef, j'allume la lumière de la piscine. Voilà, un petit ordre militaire en plus. Je remarque 160 watts pour la puissance consommée pour cet éclairage. Compris, chef, j'éteins la lumière de la piscine. L'éclairage de la terrasse, lui, est progressif. Donc, progressivement, 56 watts, un peu plus, et donc jusqu'au maximum. Donc, une commande par l'intermédiaire de registres et donc de valeurs numériques. Un capteur de porte et fenêtre, donc on voit à chaque fois si les éléments sont fermés ou pas. Ah, cuisine, c'est ouvert. On le voit d'ailleurs. Je vais rentrer dans la maison. Cuisine. Et je me rapproche. On voit la baie vitrée au fond qui est restée ouverte. Hop, je me rapproche. Je ferme. Et on retrouve bien au niveau du tableau de bord le petit cadenas qui symbolise que l'on a fermé. J'aurais pu ouvrir n'importe quelle baie, ça se serait vu ici. Terrasse, je vais couper l'éclairage de la terrasse et je vais vous montrer maintenant le chauffage. Voilà, j'ai fait un peu de place. Je me suis mis dans le salon, comme ça je pourrais voir le radiateur, il est à droite. Voilà. Comme ça. Au niveau du panneau de commande, on va retrouver un affichage de la température extérieure, de la température intérieure, quasiment identique, la commande on-off du chauffage, une consigne de température désirée que je peux choisir comme j'ai envie, par exemple 18 degrés. Pour l'instant, comme je l'indiquais, 14, on aurait quand même besoin de chauffage.
Je l'applique tout de suite. On voit eh bien, que la LED au niveau du radiateur devient rouge. Fort appel de puissance, 2000 watts, c'est la puissance maximale. Et la température est censée augmenter. Alors bien sûr, comme dans une vraie maison, il faudrait attendre des heures avant de voir le résultat. Heureusement, dans Home.io, on a la possibilité d'accélérer le temps avec les flèches. Je le fais tout de suite. Et on voit eh bien, la nuit qui commence à tomber. Et on voit l'évolution de la température eh bien, qui nous montre bien que le chauffage est en action et qui cherche à réguler cette température à 18 degrés. Je vais rajouter un autre graphe, puisque dans le tableau de bord, j'avais rajouté des graphiques. Je les positionne au milieu pour qu'on voit ce qui se passe. Voilà. Donc, l'évolution de la température extérieure qui suit le cycle de la journée. Il fait plus froid la nuit que le jour. Et on a la température intérieure qui tend à respecter la consigne de 18 degrés malgré les fluctuations extérieures. La commande du chauffage eh bien, correspond à la demande. On voit que l'on a besoin de beaucoup plus de chauffage la nuit. Alors l'échelle des temps n'est pas correcte vu que l'on est sur une simulation en temps accéléré, donc pas se fier aux indications au-dessous. Et on voit donc la tentative de régulation. Je pourrais changer la consigne. C'est ce que je vais faire tout de suite. Au lieu de mettre 18 degrés, je vais mettre 20 degrés. 20 degrés, je le fais comme ça va être plus facile. 20 degrés. On voit l'évolution de la température intérieure qui a augmenté. Et bien sûr, la puissance de chauffe plus importante pour atteindre ces 20 degrés. J'aurais pu également, au niveau de l'environnement de la maison, changer les conditions extérieures en changeant les températures min et max. Soit en changeant la date, en se plaçant en hiver, ou en trichant un peu, en choisissant des valeurs plus faibles min et max. C'est ce que je fais tout simplement à ce niveau-là. Et je vais dire, eh bien, par exemple, entre 1 et 9 degrés. Et là aussi, on voit que le besoin en chauffage est plus important et la courbe qui atteint des valeurs max plus grandes. J'aurais pu également, je vais le faire, ouvrir la baie vitrée pour voir l'impact. Je le fais tout de suite. J'ouvre la baie vitrée, forcément le froid rentre et on voit eh bien que là en plus on est en hiver. Le chauffage est à son maximum et même en restant en permanence à son maximum, il n'arrive pas à réguler les 20 degrés demandés. On voit que dans le meilleur des cas, on atteint presque les 20 degrés, mais la nuit, ce n'est pas suffisant. Et bien voilà, ainsi se termine ce petit exemple d'application où l'on a pu voir comment utiliser Node-RED avec Modbus pour contrôler la maison virtuelle Home.io. Eh bien, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.